Bonsoir à tous. Pour ce 100e numéro de Pièces à conviction, nous allons revenir sur une enquête que nous avions menée il y a 5 ans au cœur du système bancaire français. Le monde était alors secoué par une crise financière sans précédent. Responsables politiques et banquiers étaient d'accord sur une chose, il fallait changer le système. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Y a-t-il encore des produits toxiques sur les marchés? Les nouvelles lois sur les banques protègent-elles davantage les épargnants? La finance est-elle toujours un grand casino? Banquiers, ils avaient promis de changer. C'est une enquête de Laurent Richard et Jean-Baptiste Renaud. New York hier soir. Après un week-end de tractation, la nouvelle tombe. Lehman Brothers ne sera pas sauvé. C'est la crise la plus grave sans doute depuis un siècle. Moi je voudrais pas avoir 20 ans aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. C'est maintenant l'aggravation de la récession qui est au centre des inquiétudes. Aujourd'hui, des millions de gens à travers le monde ont peur pour leurs économies, pour leur appartement. Qui est responsable du désastre ? C'était il y a 5 ans. Personne, ou presque, ne l'avait vu venir. Le début d'une crise financière mondiale sans précédent. L'on découvrait alors le vrai visage d'une finance devenue folle, irresponsable, immorale. 5 ans après l'entrée dans le tunnel, que s'est-il passé? Les banques ont-elles retenu la leçon? À en croire nos écrans de publicité, les paris risqués, la spéculation dangereuse, tout cela est derrière nous. Désormais, les banques nous vendent l'esprit d'équipe et la transparence absolue. Aujourd'hui, vous pouvez retourner chez votre banquier, les yeux fermés. Il y a 5 ans, Pièces à conviction avait mené l'enquête pour comprendre 2 choses. La première, comment nous en étions arrivés là. La deuxième, comment nous allions en sortir. Devant nos caméras, c'était alors le temps des « promis c'est fini ». L'autorégulation, pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. Toutes ces promesses ont-elles été tenues? Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. C'est le monde de la finance. Tous ces engagements politiques ont-ils été respectés? Séparer les activités bancaires, moraliser la finance, protéger les clients. 5 ans après le début de la crise, nous avons vérifié si chacune de ces promesses a bien été tenue. C'était l'engagement numéro 7, la 7e promesse du candidat Hollande. La promesse de couper les banques en 2 pour protéger les Français contre les dangereux spéculateurs qui avaient fortement fragilisé les banques françaises en 2008. Maîtriser la finance commencera ici par le vote d'une loi sur les banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit par rapport aux opérations spéculatives. En 2008, en pleine tempête, l'État s'était porté au secours des banques en leur prêtant 360 milliards d'euros, avant de rajouter 232 milliards à l'addition en 2011. Des plans de sauvetage qui ont alourdi la dette publique de la France, plus 30% en 4 ans. L'idée de séparer les activités bancaires, le président Roosevelt l'a eu le premier, quand en 1929, les épargnants avaient perdu toutes leurs économies à cause des paris des spéculateurs. Roosevelt avait alors interdit aux banques de faire les 2 métiers en même temps. Une loi est votée, le Glass-Steagall Act. Après Roosevelt donc, François Hollande. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. Le 6 mai 2012, le monde de la finance, son véritable adversaire, disait-il, était en ligne de mire. C'était promis, les banques seraient réformées. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. 1 an après le discours du Bourget, la loi de réforme bancaire est votée à l'Assemblée. Pour 315, contre 161.
l'Assemblée nationale a adopté. Monsieur le ministre. Pour le ministre de l'économie, la promesse de François Hollande-Bourget est officiellement tenue. Il y a plus de contrôle, il y a plus de régulation, il y a plus de moralisation. Je pense que c'est un projet de loi qui a vocation à être durable. Nous aurons ici, je crois, posé une pierre importante dans la régulation. Je pense notamment... Mais cette nouvelle loi interdit-elle aux banques de spéculer comme avant? Nous protège-t-elle davantage contre les dérives du monde financier? En faisant cette promesse, François Hollande s'était mis à dos les dirigeants des banques françaises. Pour eux, il n'était pas question de toucher à leur métier, eux qui avaient si bien résisté à la crise. Les grandes banques françaises ont mieux traversé la crise et les crises que les autres banques mondiales. Les banques françaises ayant à la fois mieux traversé les crises que quasiment dans la totalité des pays européens. Le secteur bancaire français a raisonnablement passé la crise récente. Jérôme Caz est un ancien dirigeant de la banque d'investissement Natixis. Qui est-ce qui a lancé une corde aux banques au moment où elles étaient en train de mourir? Les banques françaises étaient en train de mourir par asphyxie. Eh bien, c'est la collectivité nationale. Et entendre aujourd'hui les banquiers dire « mais c'était rien, ça d'ailleurs on a remboursé », eh bien je trouve que c'est, de mon point de vue, de très très modestes contributeurs à cette corde qui a été lancée aux banques, je trouve ça parfaitement insultant. Christophe Nijdam est un ancien banquier. Il a dirigé les filiales du Crédit Lyonnais et du Crédit Mutuel à New York. Alors, elles disent tout va bien, on a remboursé très vite, on a payé des intérêts, ça n'a rien coûté aux contribuables. Point de détail, mais qui n'en est pas un, c'est là aussi techniquement faux. Quand je dis techniquement faux, en ce sens qu'on a oublié de compter là-dedans, en termes d'addition, Dexia. Dexia a aujourd'hui, c'est 5,5 milliards pour la seule partie française, et c'est pas fini. Dexia, l'histoire d'un démantèlement qui a coûté près de 5,5 milliards d'euros aux contribuables français. La banque franco-belge, empoisonnée par les subprimes américains, avait accumulé en 2008 trop de produits toxiques. Mais 5,5 milliards d'euros, ce n'est rien à côté de ce que nous pourrions payer demain si l'une de nos 4 grandes banques faisait défaut. Des banques qui depuis 2008 n'ont fait que grossir, à l'image de la BNP, dont le produit net bancaire équivaut aujourd'hui au PIB de la France, 1 500 milliards d'euros. Couper les banques en deux permettrait donc de limiter la casse et de réduire la prochaine facture, qui cette fois pourrait être bien plus élevée. Nous sommes dans un système où les banques sont trop grosses et elles deviennent chaque jour un peu plus grosses. On a calculé qu'une banque devenait trop grosse à partir de 100 milliards. On en est à 1 500 milliards. Les banques aujourd'hui sont 15 fois, une grande banque comme BNP Paribas, est 15 fois trop grosse d'un point de vue économique. On n'est pas dans l'idéologie là. Économiquement, c'est inefficace. Avant de diriger l'ONG Finance Watch, Thierry Philippona a travaillé dans les salles de marché d'UBS et de la BNP. On est en train de parler de taille absolument considérable. Eh bien, on voit bien que s'il devait y avoir un problème, l'État va être obligé de venir à la rescousse de ces banques parce que un défaut d'une taille pareille, ça stoppe la société immédiatement. J'ai une analogie simple qui est de dire les gros font des grosses bêtises. Les grands dirigeants des banques françaises s'accrochent d'autant plus à ce modèle qu'il serait bien pratique pour les affaires. L'activité de dépôt oblige l'État à se porter garant pour la banque. Si ça va mal, l'État devra se porter à son secours. Mais cette garantie profite ensuite aux activités de marché en permettant aux banques d'emprunter aux taux les plus bas puisque l'État se porte garant. Ainsi, grâce à nos dépôts, les banques économiseraient des sommes considérables. Si vous avez les deux activités sous le même toit, eh bien les activités de marché bénéficient de cette garantie, donc se financent moins cher. Comme l'argent, c'est par définition la matière première d'une banque, l'accès à une ressource financière moins chère permet de développer plus l'activité et de la développer de façon plus rentable.
Selon une enquête menée par des économistes anglais, les banques françaises ont même économisé 47 milliards 900 millions d'euros en 2010 en obtenant des taux d'intérêt plus bas grâce à nos dépôts et à la garantie de l'État. Ce modèle de banque permettrait également aux dirigeants de percevoir de fortes rémunérations. C'est ce que prouverait l'étude intitulée « Libérons la banque » menée à la demande de nombreux actionnaires. Les conclusions sont claires. L'option Glass-Steagall s'avère être la meilleure pour toutes les parties prenantes à l'exception des dirigeants de banque et des traders. En cas de séparation, seuls les dirigeants de banque et les traders verraient leur salaire baisser. Ils gagnent forcément plus d'argent avec un modèle de banque universelle? Ils gagnent forcément plus d'argent avec un modèle de banque universelle, ne serait-ce que parce qu'ils peuvent dire « Regardez ce que gagne un trader chez moi ». Donc je ne peux pas décemment, moi en tant que patron de banque, gagner beaucoup moins que lui. 6 mois après l'entrée en fonction de François Hollande, Bercy finalise déjà le projet de loi. Les banquiers, eux, manifestent leur mécontentement en public, comme ici, lors d'un grand débat organisé à la Bourse de Paris par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la Bourse. Les grands patrons de banques font bloc, ils ne veulent pas de nouvelles réformes. Ils refusent qu'on découpe leur banque en deux. Au micro, les présidents de la BNP et de la Société Générale, Baudouin Pro et Frédéric Oudéa. Nous demandons qu'on cesse d'accumuler des réglementations. On n'est pas isolé. On n'est pas la France toute seule. Qu'on arrête de nous empêcher de faire notre métier. Nous sommes sur des marchés, là, des activités qui sont mondiales, globales, globalisées. Ouais, donc je dis halte au feu. Très bien. En public, les banquiers résistent. Mais dans l'antichambre du ministère de l'économie, depuis l'été déjà, le lobby bancaire a engagé un sérieux bras de fer. Le lobby bancaire a commencé à dire « Ah, on a très bien résisté, donc on ne change rien ». Le fonctionnement de ce type de lobby, c'est un réseau de personnes, un réseau de personnalités. Le maillage est très important dans ce mécanisme de lobby et donc de nodule. Il faut avoir les gens au bon endroit, au bon moment. Pour éviter une séparation stricte des activités, le lobby bancaire va activer ses réseaux, parfois au cœur même de l'appareil d'État, avec un seul objectif, influencer l'organisme nommé par Bercy et en charge de préparer la réforme, le Coréfris. Le Coréfris, personne ne connaît son nom et je pense que tout le monde l'oubliera après cette triste réforme. C'est en effet l'organisme qui est présidé par le ministre, nommé par le ministre et dépendant du ministre, qui a été chargé de réfléchir sur cette réforme. Le Coréfris est composé de 12 membres, parmi eux des régulateurs, des hauts fonctionnaires, mais aussi 3 experts dits indépendants. Sauf que 2 de ces 3 experts indépendants sont des hommes de la BNP. On a eu une caricature, c'est-à-dire qu'on a pris la commission qui est la plus fermée au cœur du système et on lui a dit c'est toi qui es chargé de réfléchir sur la réforme. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, ancien directeur de campagne de François Hollande, a été chargé par le président de la République de réformer les banques. Est-ce que c'était une bonne idée de confier à la Coréfris, dont les membres dits indépendants étaient ou sont des membres de BNP Paribas, des employés de BNP Paribas, la tâche de réformer leur propre métier? Mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. J'ai préparé cette réforme bancaire avec mon cabinet, avec mes services. Le Coréfris est une instance qui a servi à procéder à un certain nombre de consultations. Consultations que j'ai voulu larges. J'ai voulu qu'on consulte évidemment les banques. Ça ne sert à rien de faire une réforme qui mettrait le système bancaire français à plat. Pour certains observateurs, le Coréfris aurait organisé une série de consultations dans le plus grand secret. On ne sait pas qui a été auditionné, on ne sait pas quand ils ont été auditionnés, on ne sait pas ce qu'ils ont dit. On ne sait qu'il y a eu des auditions au creux du mois d'août. Selon Pierre Moscovici, rien n'a été caché. Les banquiers n'ont pas été les seuls à être consultés. Ont été consultés
toutes les associations de consommateurs, ont été consultés les usagers des banques, et ont été consultées toutes les organisations syndicales dans leur branche système bancaire, parce que je voulais savoir ce qu'était le sentiment de ces organisations sur cet employeur important qu'est la banque. La banque, c'est 400 000 personnes en France, c'est une industrie. Et donc, je ne veux pas laisser dire ou insinuer qu'il y aurait eu là une commission de copains et que ça aurait été une réforme faite par et pour les banques. Sollicités, les 2 membres du Coréfris liés à la BNP n'ont pas voulu nous répondre. Nous n'obtiendrons pas non plus la liste précise des personnalités consultées. Novembre 2012, dans 2 mois, le projet de loi doit être rendu. Officiellement, 2 camps se font face. D'un côté, les fonctionnaires de Bercy, de l'autre, les banquiers. Mais en réalité, les 2 camps ont de nombreux liens en commun. Les dirigeants de banques françaises ont souvent fait leur classe à Bercy ou au Trésor. Beaucoup viennent de l'Inspection Générale des Finances, l'IGF et de l'ENA. Un passage permanent du public au privé qui permettrait à l'industrie bancaire d'influencer les décideurs. On n'a pas, à un instant T, dans une haute administration, des gens qui doivent rédiger des projets de loi qui sont de grands réformateurs. Ils n'ont aucun intérêt à se tirer dans le pied parce que leur prochain job, ça sera à la BNP ou à la Société Générale. Pendant les auditions menées par la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, certains auront remarqué cette dame assise juste derrière le président du Crédit Agricole. Ariane Obolensky est la directrice générale de la Fédération bancaire française, la vitrine officielle du lobby. Après 30 années passées au service de l'État, cette ancienne de Bercy et du Trésor est aujourd'hui rémunérée par les banquiers pour défendre leurs intérêts auprès de l'État. Une personne physique a légitimement le droit de faire carrière dans la fonction publique ou dans le privé. Je pense qu'il n'y a aucun débat sur ce sujet-là. Mais il faut choisir le type de carrière que l'on fait. Et passer du régulateur au régulé, entre guillemets en permanence, ou en tout cas régulièrement, il y a un moment où ce n'est plus possible. Pour contrer le projet de séparation des banques, le lobby bancaire aurait également activé un autre réseau, celui des économistes. Retour au débat organisé par l'autorité des marchés financiers. Un seul économiste y était invité. Il s'appelle Olivier Pastré. Il est présenté comme chercheur à l'université Paris 8. Olivier Pastré, professeur d'économie à l'université de Paris 8, que vous connaissez tous. Qu'est-ce que c'était que cet économiste, invité par l'AMF, est-il pour ou contre la réforme voulue par François Hollande? Est-il pour ou contre un retour au Glass-Steagall Act, cette loi américaine qui coupait les banques en 2? Oui, la réponse est assez simple. Le Glass-Steagall Act, c'était une connerie majeure. Vous l'avez sans doute vu de nombreuses fois à la télévision ou entendu à plusieurs reprises à la radio, puisqu'il est également chroniqueur chez France Culture. Son avis sur l'économie est toujours très écouté. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le chercheur universitaire est aussi banquier. Ainsi, depuis 13 ans, Olivier Pastré dirige une banque d'affaires tunisienne, IM Bank. Il siège aussi au conseil d'administration du Crédit municipal de Paris. Olivier Pastré a-t-il été chargé par le milieu bancaire de porter la bonne parole auprès de l'opinion publique? Est-ce que vous êtes un économiste ou vous êtes un banquier? Qui nous parle? Je mélange jamais les gens. C'est-à-dire que je suis en permanence en situation de conflit d'intérêts, entre guillemets. Mais les conflits d'intérêts, ça se gère. Quand je parle en tant qu'économiste, quand je parle en tant qu'économiste, je donne mon point de vue, et mon point de vue peut heurter la profession bancaire. C'est la plupart du temps. L'essentiel de vos revenus, vous les obtenez de quelle activité? Est-ce que l'activité de professeur vous rapporte plus d'argent que l'activité de... Est-ce que vous croyez que cette question et la réponse à cette question soit nécessaire à votre émission? Elle est très très importante pour déterminer le niveau de conflit d'intérêts. Si la majorité de vos revenus provient de l'activité de banquier plutôt qu'économiste... Attendez, vous plaisantez. Vous imaginez un quart de seconde que je vais répondre à cette question? En quoi ça vous regarde? En quoi ça... Maintenant, c'est moi qui vais vous interviewer. Pourquoi vous me posez cette question? Ça m'intéresse parce que quand je viens à un débat et quand je vous regarde à la télévision, j'ai envie de savoir si la personne qui me parle est vraiment objective sur le sujet. Vous pouvez arrêter le film, s'il vous plaît?
Fin de la discussion. Les économistes n'aiment pas évoquer leur lien avec les banques, sujet sensible. Dans un livre qui a fait polémique en 2012, le journaliste Laurent Mauduit révélait le double visage de certains universitaires très médiatiques qui, parallèlement, étaient payés par des banques ou d'autres grands groupes industriels. Ces conflits d'intérêts peuvent-ils altérer leur jugement? Peuvent-ils expliquer certaines erreurs d'appréciation, à commencer par celle d'Alain Minc, qui en octobre 2008 déclarait que cette crise était grotesquement psychologique. Alain Minc n'était pas le seul à se tromper. Daniel Cohen, presque toujours présenté comme universitaire, déclarait au tout début de la crise « La bonne nouvelle, c'est que cela ne durera pas plus longtemps ». Patrick Artus, économiste chez Natixis, clamait haut et fort « La crise est finie » dans une interview donnée au magazine Challenge en octobre 2008. L'erreur est humaine, dit-on, mais s'agit-il vraiment d'une erreur ou d'une volonté de rassurer l'opinion publique pour des intérêts privés? 15 novembre 2012. Après des mois de préparation et de consultation, Pierre Moscovici présente enfin les grandes lignes du fameux projet de réforme bancaire. Le projet de loi prévoira la constitution, au sein des groupes bancaires, d'une filiale dédiée aux activités de marché qui ne sont pas nécessaires au financement de l'économie. Cette filiale sera soumise à une séparation stricte et à des exigences prudentielles sévères. Les banques ne seront donc finalement pas coupées en deux. Au lieu d'une séparation réelle des activités, seules quelques-unes d'entre elles, les plus dangereuses, seront isolées dans une filiale. Pour l'ancien banquier Christophe Nijdam, il s'agit là d'une non-réforme. On a vu dans l'histoire ancienne et récente que de conserver sous le même toit des activités à risque, même si c'est sous forme de filiales sanctuarisées, ça ne marche pas. La véritable étanchéité, ça veut dire que si j'ai le bras pris, je suis prêt à me le couper. Dans les faits, on n'a jamais vu une banque qui était prête à se couper le bras lorsqu'elle avait une filiale. Pour le lobby bancaire, la partie est presque gagnée. Reste une étape, le grand oral. Au mois de janvier dernier, les dirigeants des banques sont convoqués par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Ils vont devoir répondre à toutes les questions des députés et de leur rapporteur Karine Berger. Mais ce jour-là, les banquiers n'ont plus vraiment l'air inquiets. Nous prenons acte que ce texte de résolution bancaire tel qu'il est formulé et tel qu'il est fait des propositions équilibrées. Il nous semble que c'est le mieux adapté aux contraintes réglementaires et économiques. J'admets que je suis un peu étonnée. J'ai l'impression, des trois exposés qui ont été faits, que vous n'êtes pas spécialement gênés par cette loi. Est-ce que j'ai bien retenu le message? Pas vraiment gêné. Et pour cause, Frédéric Oudéa va ce jour-là faire un incroyable aveu. De lui-même, il va révéler aux députés que ce projet de loi final ne changera rien à leur pratique. Seule une infime partie des activités serait réellement concernée par la loi telle qu'elle est écrite. Notre estimation, c'est que par rapport aux 15% du chiffre d'affaires total d'une banque, et c'est très bien que nous soyons avant tout des banques de détail et de financement, au sein de ces 15%, c'est désormais certainement moins de 10%, et plutôt peut-être de l'ordre de 5, 3,5, peu importe, qui entrerait dans la définition telle que nous la comprenons de l'activité déconnectée de la clientèle. Je le répète, ça va être soumis au régulateur qui jugera. Calculette à la main, chaque député fait et refait le même calcul. Résultat, seulement 0,75% des activités de la Société Générale seraient concernées par la loi. Plus de 99% des activités devraient ainsi continuer comme avant au sein de la maison mère. Les députés viennent de le réaliser, les banques ne seront pas coupées en deux. Félicitations pour avoir très bien négocié. Parce que quand même, pour finalement filialiser 0,75% ou 1% du chiffre d'affaires, vous avez dû âprement négocier. Et de votre point de vue, je comprends que vous soyez, comment dirais-je, un peu plus soulagé.
Vous auriez pu au moins faire semblant d'être gêné. Le choix qui a été fait est un peu un coup d'épée, peut-être un coup de ciseau dans l'eau. Est-ce que, entre la promesse de François Hollande et le 0,75%, est-ce qu'on peut malgré tout prétendre séparer réellement les activités bancaires quand on arrive à ce niveau-là de séparation? Je récuse ce chiffre. Je pense qu'il ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. C'était le chiffre de M. Oudéa. Je pense qu'il ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui pour le système bancaire français. Je pense qu'il ne correspond pas à la réalité qui aurait été la réalité d'hier, si on avait eu une période très spéculative. Il ne correspond pas à la réalité de demain, si la spéculation devait reprendre, parce qu'après tout, c'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de le faire pour le plaisir, il s'agit de le faire dans l'hypothèse où la spéculation aurait repris une importance très importante. Donc le chiffre réel d'aujourd'hui, ce serait quoi à peu près? Troisièmement, le ministre, dans sa fonction, a cette paire de ciseaux qui lui permet de passer, s'il estime que c'est nécessaire, de 1, 3, 4, 5. Donc c'est maximum 5%? Il n'y a pas de maximum fixé. Je vous cite quelques chiffres. Le choc du projet Moscovici, c'est que la partie qui est isolée, non seulement elle est seulement isolée et pas sortie de la banque, mais en plus, c'est un confetti. On dit loi de séparation, mais on ne sépare rien. Donc on peut l'appeler loi de création d'une filiale vide ou quelque chose comme ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, sur le premier objectif, il n'y a pas de séparation aujourd'hui des activités. N'allez pas dire au ministre que sa loi ne sert à rien ou ne change rien. Pour Pierre Moscovici, ce texte constitue une avancée majeure. Au final, nous avons un texte qui est à la fois extrêmement aigu, qui est un vrai texte de moralisation, qui est un vrai texte de séparation, et qui en même temps est un texte extrêmement pragmatique. Je pense que c'est franchement la législation la plus avancée dans le monde sur ce sujet-là. Aucun des grands problèmes qu'a fait apparaître 2007-2008 n'est réglé. On élimine certaines activités marginales, mais globalement l'activité de spéculation continue. En 2008, nos responsables politiques, en Europe comme aux États-Unis, avaient promis de tirer les leçons de la crise. Promis de remettre un peu de morale dans le secteur financier. Le même mot était sur toutes les lèvres, moralisation. Il fallait moraliser la finance. On venait alors de découvrir que les banques pouvaient spéculer sur à peu près tout et n'importe quoi. Spéculation sur le prix des matières premières qui fait grimper le prix des denrées alimentaires de base, et peu importe si ça crée ailleurs des émeutes de la faim. Spéculation aussi sur la dette des États les plus fragiles comme la Grèce, en prenant un pari comme au casino. Dans Pièce à conviction, la ministre de l'économie de l'époque promettait de remettre un peu d'éthique dans la finance. Christine Lagarde était ferme. Oui, l'État se porte secours des banques, mais en contrepartie, les banques devront mieux se comporter. Plus de rémunération astronomique, plus d'indemnités de départ délirantes. Ça marche pas? Ça a intérêt à marcher. Monsieur le Premier ministre... Au cœur de la crise, Nicolas Sarkozy promettait lui aussi plus de morale. Les Français ont peur. Si l'on veut reconstruire un système financier viable, la moralisation du capitalisme financier est une priorité. Cinq ans plus tard, nous sommes retournés à New York, là où la crise a commencé, histoire de vérifier si la finance est devenue un peu plus éthique. D'ailleurs, éthique et finance font-elles bon ménage? L'éthique est-elle rentable? Fait-elle gagner de l'argent? Ces questions, nous allons les poser à l'un des financiers les moins politiquement corrects de Manhattan. Jerry Sullivan a une carte de visite unique au monde, sous forme d'un roi de carreau ou d'un jeton de casino, au choix. Le fonds d'investissement qu'il dirige est tout aussi unique, le Vice Fund, le fonds du vice. Le Vice Fund investit dans l'alcool, le jeu, le tabac et les valeurs de l'armement. En fait, tout le contraire des investissements responsables.
Le fonds d'investissement de Jerry Sullivan a investi 88 millions de dollars, entre autres, dans des actions du cigarettier Philip Morris, dans les groupes d'armement comme Lockheed Martin ou encore dans le groupe Pernod Ricard. Le Vice Fund n'investit que sur des valeurs qu'il juge immorales mais sûres. Des actions qui se portent bien, surtout en pleine crise économique. Plus la crise est grave, plus le cours des actions des vendeurs d'alcool, de cigarettes ou d'armes explose. Pour certains, la crise est une bonne nouvelle. Quelle que soit la situation, les gens fumeront toujours, boiront toujours de l'alcool pour vous? Oui. Oui. En théorie, même si on augmente le prix et les taxes sur les cigarettiers font quand même des bénéfices. Même en période de récession, les gens boivent de l'alcool. En temps de crise, ils boiront peut-être du vin moins cher, c'est tout. Il y a beaucoup de variétés dans le vin et l'alcool, plus que dans les autres secteurs que nous avons. Le pire, c'est que le patron du Vice Fund a sans doute raison, sur le plan financier au moins. Car avec ses rendements de près de 20% par an, il devance sans difficulté son concurrent éthique et responsable, le fonds catholique Ave Maria, qui ne rapporte que 13%. Jerry Sullivan gagne le match, vice 1, vertu 0. Pourquoi avez-vous décidé d'investir dans le vice au lieu d'investir dans la vertu, dans la morale ou dans des fonds responsables? Parce que c'est stupide. Ces fonds-là ne marchent pas. Du point de vue moral, je pense qu'on ne devrait ni boire, ni fumer, ni construire des armes. Mais si on ne le faisait pas, alors on tuerait l'innovation et on vivrait toujours dans des grottes. Depuis 2008, la finance n'a jamais cessé de chercher de nouveaux terrains de jeu pour spéculer. Le dernier investissement à la mode, c'est la mort. Oui, dans le monde d'après-crise, sachez que pour les banques, vous valez plus cher, mort que vivant. Sous le soleil de Floride, nous sommes allés rencontrer ceux qui ont eu l'idée géniale de créer des produits financiers qui permettent de spéculer sur la mort. Nous avons été autorisés à filmer leur congrès annuel dans un hôtel situé en plein Universal Studios, à côté de la ville d'Orlando. Ici, on ne s'en cache pas, on parle librement de la mort, parce que le temps qu'il vous reste, c'est de l'argent pour eux. Aux États-Unis, il est possible d'acheter l'assurance vie de quelqu'un d'autre et d'en devenir le nouveau bénéficiaire, à la manière d'un viager. De là est né un business qui consiste à sélectionner des personnes gravement malades et d'attendre leur mort pour empocher le pactole. Un marché de 35 milliards de dollars en pleine croissance. Depuis que j'ai commencé ce business, c'est une excellente option pour nos clients. Combien cela rapporte par an? Je dirais un rendement à 2 chiffres. Ok, bien. On a des rendements à 2 chiffres. À 2 chiffres. À 2 chiffres, ces 3 dernières années. C'est très sûr parce que l'on sait tous comment ça va évoluer. Tout le monde va bien mourir un jour. Vous savez, dans ce pays, il y a 2 choses dont vous pouvez être sûr. Vous allez mourir et vous allez payer des impôts. Partant de ce principe, ces investisseurs ont lancé une chasse aux seniors américains pour les convaincre de revendre leur police d'assurance vie. Le problème avec l'assurance vie, c'est qu'il faut mourir pour pouvoir en profiter. Mais aujourd'hui, des entreprises paient de grosses sommes pour votre assurance vie. Laisseriez-vous une compagnie racheter votre assurance vie pour avoir de l'argent rapidement? Et pour aguicher les retraités, cette industrie macabre a choisi une ambassadrice de 91 ans qui leur ressemble. Betty White, l'actrice californienne, une des stars de la série Amour, gloire et beauté. Betty White a vendu son assurance vie et avec le cash, elle s'offre des petits extras. Ce que ne dit pas la pub, c'est que ces retraités sont souvent malades et vendent leur police d'assurance vie pour pouvoir payer leur traitement. Voilà le deal. Le jour de leur mort,
les investisseurs encaissent la prime d'assurance et avec un peu de chance, les décès peuvent survenir plus tôt que prévu. Avec un cynisme sans limite, voici en quels termes un fonds d'investissement basé en Suisse annonce le décès prématuré d'une personne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous informer que la police 720 04 90 a expiré plus de 1 an avant l'échéance pronostiquée. La mort prématurée de cette personne permet ainsi aux spéculateurs d'encaisser un chèque de 850 000 $. Alors, pour maximiser le retour sur investissement, il faut bien choisir ses malades. Et pour ça, il existe d'excellents professionnels sur le marché pour vous conseiller. Quel type de maladie je peux choisir? Il y a une grande variété de maladies parmi lesquelles vous pouvez choisir pour diversifier votre portefeuille. Quel type de maladie? On a du diabète, des maladies cardiaques, du cancer, des maladies comme ça. Y a-t-il un cancer qui rapporte plus qu'un autre? Oh. Je ne dirais pas ça comme ça. Le tout, c'est de comprendre quel type de cancer la personne a, quel traitement elle prend et quel est le pronostic en termes d'espérance de vie. Comme ça, on calcule l'espérance de vie la plus précise possible. Pour que l'investissement rapporte, le plus important, c'est que le malade ne vive pas trop longtemps. Le travail de Tracy consiste justement à évaluer l'espérance de vie de ses patients. Y a-t-il un risque pour moi si jamais la recherche thérapeutique fait des progrès? Oui, c'est un risque, c'est sûr. Un des derniers traitements qui est sorti il y a 15 ans, c'était les statines. Ça permettait de diminuer le cholestérol. Et ça, c'était une mauvaise nouvelle pour le business? Au début, il y a eu une sorte d'inquiétude. On se disait sur le moment que c'était une mauvaise nouvelle. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous nous intéressons à des gens âgés qui ont plus qu'une seule maladie. Tous ces professionnels n'espèrent qu'une chose, que la médecine ne fasse pas trop de progrès. Le risque d'un remède miracle contre le cancer est dans tous les esprits. C'est un risque plus théorique que réel. Ce dont vous parlez, j'appelle ça le risque de remède miracle, au cas où on trouverait un remède miracle contre le cancer. Si ça arrive, sachez que les gens que nous avons dans le portefeuille ont plusieurs maladies. Par exemple, une personne de 84 ans qui a un cancer de l'œsophage. Si jamais on trouve un traitement pour ça, il faut produire le médicament, qu'il passe des tests cliniques, comptez 5 à 20 ans. D'ici là, il sera sans doute mort d'autre chose. Nous nous sommes procuré le détail des investissements d'un fonds nommé EEA, l'un des plus importants du marché, d'une valeur de plus de 1 milliard $. Pour maximiser son retour sur investissement, le fonds a choisi de diversifier son portefeuille, comprenez de varier le type de maladie. Un peu de cancer bien sûr, cancer du poumon, de l'œsophage, du sein, mais aussi d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension ou encore Alzheimer. Est-ce que tout ça est bien moral? Dans quel sens? Est-ce que vous pensez que c'est moral de parier sur la mort des gens? Pensez-y différemment. Vous ne pariez pas sur la mort. Vous aidez les consommateurs américains à profiter de la valeur d'un actif. Est-ce que c'est une façon de parier sur la mort des gens? C'est une question intéressante. Laissez-moi y réfléchir, je n'ai pas encore de réponse à ça. Je préfère voir le côté positif. Ça a l'air un peu morbide, mais moi je pense à la valeur que ça représente pour les consommateurs. Après l'embauche de Betty White comme ambassadrice, Alan Kruger, le grand patron de cette industrie, a de grands projets pour débusquer toujours plus de vieux malades. On a la possibilité d'identifier les gens qui vont sur Internet chercher des infos sur des médicaments. Le côté effrayant, c'est le manque de vie privée. Mais le côté génial, c'est l'opportunité que ça représente. Les informations sont disponibles. Nous devons aller les chercher. Spéculer sur la mort est une activité en plein essor, mais les dérives de ce business sont de plus en plus nombreuses.
Au début de l'année, cet avocat de Pennsylvanie a été reconnu coupable d'escroquerie pour avoir démarché des patients en phase terminale. Il offrait un chèque de 2 000 $ contre la signature d'un contrat d'assurance qui le désignait comme bénéficiaire. L'une de ses victimes s'appelle Robert Mizzoni. Il est mort en janvier dernier. Sur cette vidéo, il témoignait devant son avocat. Est-ce que ça vous a mis en colère? Si ça m'a mis en colère, mon corps va être vendu sans que ma femme touche le moindre centime. Ça vous ferait quoi, hein? Ça vous ferait quoi? Imaginez que vous souscriviez une assurance et que votre femme ne touche rien du tout. Qui spécule sur la mort de ces dizaines de milliers d'Américains? D'autres Américains plus fortunés, des hedge funds bien sûr, mais aussi des Européens. 80% des investisseurs seraient d'ailleurs européens, et parmi eux, des Français. Il y a probablement des investisseurs français, mais ils restent discrets, c'est tout. Parce qu'ils ne veulent pas que leur réputation soit entachée? Les gens qui investissent dans ce business le font très discrètement, parce qu'ils ne veulent pas voir leur nom en une du Wall Street Journal ou du Financial Times. Nous avons cherché et nous avons trouvé 2 banques françaises qui tirent profit de ce marché, comme le Crédit Agricole, qui sur le site internet de l'une de ses filiales basée au Luxembourg, affirme fournir ses services à un fonds de life settlement. La banque n'a pas souhaité répondre à nos questions. Nous avons également découvert la présence de BNP Paribas, qui héberge ce fonds spéculatif de Guernesey et son diagramme en couleur avec plein de cancers à l'intérieur. Nous avons profité de l'annonce des résultats annuels de la BNP pour demander à son numéro 2 quelques précisions. Depuis 2008, on ne cesse de parler de moralisation de la finance. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi BNP Paribas est-elle la banque partenaire d'un fonds qui s'appelle IEA, qui est basé dans l'île de Guernesey et qui spécule en fait sur la date de décès de personnes qui sont atteintes de cancer du sein, cancer de l'œsophage ou qui sont diabétiques? Je voulais savoir si cette activité-là n'était pas une activité macabre à vos yeux et si ça ne risquait pas d'entacher votre réputation. De façon générale, nous sommes une banque commerciale, nous n'appartenons pas au monde de la finance tel que vous le décrivez. Je ne pense pas que les propos qui visent à la moralisation de la finance nous concernent particulièrement. Sur la question que vous posez, je ne connais pas le détail. On vous fournira, à moins que Georges ait l'absolu détail, les éléments. Tout le détail, en fait, ce sont des rachats de police d'assurance vie. C'est le principe du life settlement où, en fait, on gagne de l'argent quand les personnes décèdent plus tôt que prévu. Oui, donc le risque majeur, comme c'est dit dans les documents... Le principe même de l'activité d'assurance, c'est de couvrir des risques que d'autres ne veulent pas prendre. Et on ne peut pas dire sur ce simple principe que l'on spécule, parce que alors là, tout est spéculation. Le fait de mener une activité d'assurance ou de réassureur ne signifie pas spéculer. C'est totalement différent. Donc est-ce on répondra techniquement. Est-ce que le fait de choisir des personnes en fonction du type de maladie et de leur espérance de vie n'est pas un investissement morbide? On vous comme le New York Times l'a vous répondra techniquement et précisément, mais on ne peut pas dire qu'une activité d'assurance par construction est une activité de spéculation. Voilà. Mais c'est pas une activité d'assurance. Je propose de passer une autre question, s'il vous plaît. Quelques jours plus tard, BNP Paribas nous contacte et nous propose de nous donner plus d'informations au sujet de ce fonds qui spécule sur la mort. Les autorités britanniques ont d'ailleurs jugé toxique et risqué ce type d'activité. Ce fonds a donc été suspendu en 2011 jusqu'à nouvel ordre. Pour répondre à nos questions, Raphaël Leroy, en charge des relations avec les consommateurs de chez BNP Paribas. Est-ce que spéculer sur des femmes qui souffrent d'un cancer du sein, sur des personnes qui souffrent d'un cancer de la prostate, sur des diabétiques, est-ce que ça a été jugé moral au départ? Nous n'avons qu'un client sur cette activité. Ouais. Est-ce que ça a été jugé moral? Nous tenons le compte de ce client. Cette activité, je vous le dis, était légale au moment où le compte a été ouvert, donc les contrôles ont été effectués. Légal, c'est sûr, mais est-ce que ça vous a posé aucune question? Au moment où voilà. Ensuite, maintenant, cette activité est controversée. Donc voilà, nous nous posons des questions, mais voilà, nous avons un client et nous avons de toute façon pas l'intention de poursuivre ces activités. Oui, mais est-ce que pour vous, la question est très simple, est-ce que pour vous, chez BNP,
il est normal ou pas normal, moral ou pas moral, d'accompagner et d'être le partenaire, la banque partenaire de spéculateurs qui spéculent sur la mort? Alors nous ne sommes pas partenaires, c'est le client d'une de nos filiales. Nous tenons ce compte. Nous l'avons. Vous êtes la banque de dépôt de ce fonds. L'activité au moment où nous l'avons ouvert était une activité légale. Oui, légale, c'est sûr. Mais voilà. Est-ce que pour vous c'était moral au départ? Je vous ai dit l'essentiel. Au départ, cette activité est aujourd'hui controversée. Elle était légale au moment. Voilà, c'est les seules informations que je. Voilà. Donc c'est le seul fonds. Oui, c'est le seul client dans cette activité et c'est le seul fonds. BNP Paribas affirme n'avoir qu'un seul client de ce type. Au cours de notre enquête, nous avons pourtant identifié 2 autres fonds du même type, hébergés par la Banque française. Celui-ci, nommé Matrix, suspendu lui aussi. Sur l'une de ses présentations commerciales, on découvre dans l'obscurité un aigle tenant sa proie. Là encore, c'est BNP Paribas qui assure le rôle de banque de dépôt. BNP Paribas qui héberge dans l'une de ses agences l'un des comptes de ce 3e fonds dont les gestionnaires annonçaient avec plaisir l'expiration des assurances-vie suite au décès prématuré des assurés. Si c'était stipulé comme ça, c'est totalement, alors si c'est totalement anormal et ça ne correspond pas du tout aux valeurs bien évidemment éthiques de BNP Paribas. Maintenant, vous me donnez une information que je découvre. Si c'était effectivement avéré, la manière là maintenant, vous me dites on a qu'un seul fonds et en fait il y en a plusieurs. Écoutez, nous on a regardé effectivement, quand on vous dit BNP Paribas effectivement a cette valeur sérieuse et responsable, on a un seul client qui est détenu, voilà, vous avez parlé, voilà, un seul client dont nous tenons compte. Alors maintenant, je dois vérifier ces informations, je les découvre, je ne sais pas d'où elles viennent, donc je préférerais en reparler avec vous une fois qu'on aura, si effectivement c'était le cas, la manière dont c'est présenté ne correspond pas à nos valeurs. Moins de 3 jours après cet entretien, nous avons reçu un courrier de la direction de la communication de la banque, dans lequel elle s'engage à ne plus mener ce type d'activité. Nous allons faire le nécessaire pour que les entreprises de ce secteur, qui représentent déjà une part ultra marginale de notre clientèle, en disparaissent totalement. Il y a 5 ans, nous avions découvert le côté obscur de cette finance, qui, à l'image d'un poison, pouvait être mortellement toxique. Toxique au point de faire écrouler une immense banque d'affaires comme Lehman Brothers. Toxique au point de contaminer les plus grandes banques du monde. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. To prevent future crises, we agreed to increase transparency and capital protections for financial institutions. Le laisser-faire, c'est fini. C'était fini. Les banques seraient plus transparentes et ne vendraient plus jamais de prêts aussi risqués. À l'époque d'ailleurs, Pièce à conviction enquêtait sur le scandale des prêts toxiques en France. À Saint-Étienne, la ville se retrouvait asphyxiée par des emprunts hors de contrôle, la faute notamment à des taux d'intérêt indexés sur le franc suisse. À la mairie, l'expert en charge du dossier avait découvert que la dette de la ville était directement liée à l'évolution des taux de change. On joue en fait un dollar fort avec un franc suisse faible. C'est ça. En 2020. Entre 2020 et 2042. Et si ça bouge? Et si c'est l'inverse? On l'a dans le cul. Saint-Étienne a fini par obtenir justice et a renégocié sa dette. Les banques mises en cause, elles, avaient promis fin 2009 de ne plus jamais recommencer. Dexia, Crédit Agricole, Société Générale ont même signé cette charte de bonne conduite dans laquelle elles s'engagent à ne jamais récidiver. Sauf qu'après la crise, certaines d'entre elles ont à nouveau vendu des emprunts en francs suisses, mais cette fois à des particuliers. Dans la région de Dunkerque, un de ces emprunteurs attend le 15 du mois avec anxiété. Car tous les 15 du mois, Xavier Van Tilk reçoit son nouvel échéancier de prêt immobilier. Il y a 4 ans, avec sa femme, ils avaient emprunté 140 000 € auprès de BNP Paribas. C'est encore plus que d'habitude. Combien vous devez là 186 000 €. 186 000 € à la place de 140. Plus 30% en 4 ans,
et des courriers qui s'accumulent. À chaque nouvelle lettre de la BNP, le capital qu'il doit rembourser augmente. Au fil des mois, malheureusement, les sommes ont commencé à bondir. 162 000 euros, 174 000 euros, 171, 184 tout d'un coup avec la variation des taux, 187 et ainsi de suite. Mais ça fait quelques années que, avec le taux de change, le prêt a complètement bondi. En 2009, quand Xavier Van Tilk signe cette offre de prêt, le taux semble intéressant, mais le montant de la somme empruntée apparaît en francs suisses. Quand nous avons fait cette opération, j'avais été surpris de voir des francs suisses sur le crédit. On nous a simplement expliqué que c'était courant dans ce genre d'investissement et que ça n'avait pas de conséquences sur ce genre de crédit. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le capital à rembourser peut augmenter si le franc suisse s'apprécie par rapport à l'euro. Ce risque, énorme, est expliqué en fin de document et pas forcément dans les termes les plus clairs. Je peux vous lire une petite partie. S'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part du capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses. Pour le commun des mortels, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Hein. Avec ses 140 000 euros empruntés et les économies de toute une vie, Xavier Van Tilk a acheté un appartement qu'il espérait revendre pour financer les études de ses enfants. Mais aujourd'hui, ce prêt a augmenté de 30% et met en péril le budget de toute la famille. Je demande justice, je demande réparation. C'est pas ces gens-là qui ont passé des nuits blanches. Et je pense que quand je pense qu'on a fait ça pour nos enfants, je trouve ça intolérable qu'on fasse ça en le sachant. En le sachant, c'est... Je supporte pas. Je supporte pas. Comme lui, plus de 200 particuliers attaquent la banque pour pratiques commerciales trompeuses. Selon les avocats en charge de ce dossier, au moins 4000 personnes ont contracté le même emprunt en francs suisses, Helvet IMO. Voici la plaquette commerciale distribuée aux vendeurs de ce produit. Dans l'argumentaire, on incite les commerciaux à mettre en avant la stabilité du franc suisse. BNP Paribas a accepté pour la première fois de s'exprimer publiquement sur ce sujet. Pour la banque, les consommateurs n'ont pas été trompés. Ils étaient peut-être moins conscients, effectivement, qu'il y avait une variation du cours. Au départ, ils ont vu le taux. Ça veut dire qu'ils... Au départ, ils ont vu l'attractivité du taux. Ils n'ont peut-être pas mesuré qu'effectivement, à un moment donné, c'est un peu comme quand vous faites un placement. Il peut y avoir des fluctuations et ils n'étaient pas du tout... Donc c'est la faute du client ? Non. Ils n'étaient pas conscients, ils n'ont pas pu mesurer. Est-ce que c'est la faute du client ? Alors je ne vous dis pas du tout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire d'accompagner les clients justement qui se sont posés des questions. C'est ça être une banque aussi responsable, c'est que nous avons jugé nécessaire effectivement de les rassurer, mais aussi de regarder et d'analyser avec eux la situation de chacun. La BNP a arrêté de commercialiser Helvet IMO en 2010, mais les crédits, pris sur au moins 25 ans, sont toujours en cours. Un expert a étudié de près Helvet IMO. Emmanuel Fruchard est ingénieur financier de formation. En 2008, il est chargé par le maire de sa commune de faire un audit sur les emprunts toxiques de sa ville. 4 ans plus tard, il a expertisé ceux vendus à des particuliers. Selon lui, une des courbes de la plaquette commerciale a induit en erreur les clients. L'expert estime que la banque en savait beaucoup plus que ce qu'elle affichait sur sa plaquette. Les banquiers ont fait dans leur documentation, ils ont joué sur le fait que l'euro contre Suisse avait l'air stable. Ils ont même représenté une sorte de tunnel comme ça, voyez. Alors que les marchés financiers disaient, en gros, il doit y avoir une baisse tendancielle en moyenne à ce rythme-là. C'est-à-dire que
On savait que l'indexation sur le franc suisse, en moyenne, allait augmenter ou prolonger les mensualités pour les clients. En fait, selon Emmanuel Fruchard, les banques prévoyaient que l'euro allait dans tous les cas perdre de sa valeur à long terme au détriment des clients. Pour moi, les banques ne pouvaient pas dire on ne savait pas, on ne pouvait pas prévoir. C'est faux. Moi, j'ai travaillé sur des solutions logicielles de risk management utilisées par les banques. Donc les calculs que j'ai faits là, les banques le font exactement de la même manière. La surprise pour les banquiers, c'est pas que les clients aient perdu, c'est qu'ils aient perdu si vite. Suite à ces dérives, en avril 2012, l'ACP, l'autorité en charge du contrôle bancaire, a formellement mis en garde les banques contre de telles pratiques. Est-ce que BNP savait que ce produit était dangereux et toxique pour le client, pour le consommateur? Alors, ce produit, quand nous avons proposé ce produit à ce client, nous n'avons pas du tout la vocation, l'objectif de tirer profit d'une situation, de tirer profit d'une évolution entre l'euro et le franc suisse. Écoutez, dès lors qu'il y a des clients qui se posent des questions, dès lors qu'il y a des clients qui sont inquiets, c'est qu'à un moment donné, il fallait qu'on soit peut-être plus clair dans la manière d'expliquer ce qu'il faisait. Ça veut dire que BNP a manqué de clarté là-dessus? Nous évoluons Est-ce que ça veut dire que BNP a manqué de clarté? En tout cas, pour nous, nous étions clairs, mais les clients, nous avions une clarté, nous avons de manière, en tout cas, nous avons de manière transparente expliqué le sujet. Simplement, vous savez, ce que je vous disais tout à l'heure, nous évoluons dans un monde qui change. BNP l'affirme, la banque reste disposée à réétudier chaque situation au cas par cas. Le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole ont eux aussi vendu ce type d'emprunt à des particuliers, mais ces deux banques n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Les banquiers n'aiment pas parler, surtout de leur métier. La crise n'a pas changé la culture du secret. Au terme de cette enquête, nous avons rencontré l'un des rares à avoir brisé la loi du silence. L'un des rares à avoir révélé au grand jour les pratiques de l'une des plus grandes banques du monde, Goldman Sachs. Le 14 mars 2012, Greg Smith publie sa lettre de démission dans le New York Times. Son titre, « Pourquoi je quitte Goldman Sachs ? Le séisme est immédiat ». Greg Smith, un cadre dirigeant, démissionne après 12 ans. Selon lui, l'environnement est plus toxique que jamais. Démission spectaculaire d'un des cadres de Goldman Sachs, Greg Smith. Selon son édito, paru dans le New York Times, il ne supporte plus la culture toxique chez Goldman. Il s'attaque à la culture de la banque et révèle que ses patrons traitent les clients de marionnettes. Le genre de choses qui ne se fait pas. 5 colonnes de mauvaises pubs pour Goldman Sachs. Le soir même, l'action de la banque perdait 3,4% à Wall Street, plus de 2 milliards de dollars évaporés. Greg Smith, lui aussi, croyait qu'après la crise, les choses allaient changer. Regardez en 2008, Goldman Sachs venait tout juste de survivre à la crise. En 2009, vous savez combien elle a distribué de bonus? 60 milliards de dollars juste après la crise. En fait, la majorité de ces bonus est allée aux 300 personnes les plus haut placées de la firme. Honnêtement, ces managers ne restent que 3 ou 4 ans à ce poste en général. Donc ils feront tout ce qu'ils peuvent pour augmenter leurs bonus. Je pense que le système doit être inversé, que les gens doivent toucher des bonus en fonction de la satisfaction des clients et non en fonction des sommes extorquées à leurs clients. Vous savez, la crise, c'était comme un grand barrage qui fuyait. Mais au lieu de réparer ce barrage et cette fuite, on a juste mis un bout de scotch dessus. Et ça n'a vraiment rien réparé. C'est rageant de voir les responsables politiques dire au public que les problèmes causés par la crise ont été résolus. Honnêtement, si vous n'encadrez pas le marché des produits dérivés et si vous laissez les banques spéculer pour leur propre compte, je ne dis pas que cela va arriver, mais on peut très bien se retrouver dans 5 ans à la fin d'un nouveau cycle. Le risque alors serait si important que cette bulle finira sans doute par exploser. Nous sommes dans une situation critique et il faudrait en profiter pour régler ces problèmes au lieu de tomber dans la spirale de Wall Street et des politiques qui prétendent que tout ça se réglera tout seul. Franchement, les banques aujourd'hui sont plus puissantes, il y a encore moins de concurrence et elles n'ont jamais été aussi peu transparentes.
Avec nous sur ce plateau, Jérôme Caz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien banquier, vous avez dirigé une filiale de Natixis pendant 11 ans et vous étiez aux premières loges de la crise financière en 2008. Pierre Delozin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait toute votre carrière dans la banque et la finance. Vous avez commencé à la direction du Trésor, vous avez dirigé entre autres une filiale de Goldman Sachs et vous êtes aujourd'hui le directeur général de la Fédération bancaire française et vous parlez ce soir au nom des banques. En 2008, les banques avaient promis de changer. Or, on vient de le voir, la BNP et le Crédit Agricole ont continué à proposer des prêts immobiliers toxiques. Pierre Delozin, peut-on vraiment faire confiance aux banquiers? Oui, moi, quand je vois une émission qui a été quand même essentiellement à charge, c'est un procès d'accusation, je dirais un procès en sorcellerie, en quelque sorte. Et quand on voit la faiblesse, Monsieur Delozin, on aurait souhaité que tous les banquiers à qui on a adressé une demande d'interview acceptent de nous répondre. La BNP seulement a accepté de nous répondre. Je finis ma phrase. Quand on voit la faiblesse du butin, c'est-à-dire le petit nombre de choses que vous arrivez à reprocher, qui sont des cas, certes, à regarder en eux-mêmes importants pour les personnes, mais c'est des cas extrêmement marginaux, ça veut dire que pour l'essentiel, la réponse est évidemment oui. Les gens peuvent faire confiance aux banques françaises. J'ajoute un deuxième élément, c'est que c'est probablement le seul métier dans lequel il y a une obligation de conseil qui est dans les textes, donc qui oblige à un certain conseil, ce qui n'est pas le cas pour les autres professions. J'ajoute enfin que obligation de conseil qui est respectée quand on voit ce monsieur qui a fait son emprunt indexé sur le franc suisse. Non, je voudrais que vous me répondiez. Non, mais vous me parlez d'obligation de conseil, je vous pose la question. Je situe. C'est manifestement un problème très particulier. 80% des Français se déclarent contents de leur banque et très satisfaits de leur banque. Donc le vraie image de fond, c'est que les Français sont contents de leur banque, celle qu'ils connaissent, pas le monstre qu'on appelle la banque et sur lequel on prend des images américaines. Mais leur banque, celle qu'ils connaissent, ils ont confiance. Bon, là, on est sur des prêts qui sont extrêmement peu nombreux. Dans la masse des prêts distribués en France, c'est infime. Et ces prêts-là, comme on le voit, sont des prêts sur lesquels il était clairement dit que c'était des prêts sur le franc suisse. Tout le monde sait que le franc suisse n'a pas la même valeur que l'euro et qu'il fluctue. Et d'ailleurs, on accuse les spéculateurs, justement. 4 000 emprunteurs, donc on sait que ça vous me bouge. dites quelques personnes, 4 000 emprunteurs. Là, après, ces personnes-là ont fait leur choix. C'est un petit nombre de gens, ils ont fait leur choix. Et une fois que le choix s'est avéré mauvais, ils réagissent. Bon, je pense que ces crédits... C'est de leur faute, monsieur ? Je pense qu'ils ont eu tort de signer ces contrats. En même temps, je suis d'accord, la banque n'aurait pas dû. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui, probablement, n'avaient pas les moyens d'évaluer ce qu'ils faisaient. Ce qui n'est pas le cas des collectivités locales. Mais eux n'avaient pas les moyens. Alors, il aurait été plus prudent. Votre réaction, quand même, sur ça intéresse les gens qui nous écoutent sur ces produits toxiques. Je pense que M. Delozin a raison de dire le banquier a une obligation de conseil. Le banquier qu'on connaît, que vous connaissez, que M. Delozin connaît, c'est le banquier de réseau qu'on a à son guichet. Celui-là, on l'aime, on a confiance en lui. Le problème, c'est qu'il a à côté de lui quelqu'un d'autre, ce que vous appelez le monstre qui est à côté, c'est la banque de marché. La banque de marché, prenez l'exemple des prêts immobiliers. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu derrière une opération de marché qui a bloqué le risque sur le franc suisse et qui fait que sur ces prêts, immédiatement la salle de marché de la BNP a fait un profit. Et donc je connais des tas de banquiers traditionnels qui sont extrêmement frustrés, voire humiliés, d'être ainsi manipulés par le mauvais bout de la banque qui est la banque de marché. Alors, on va reparler de la loi Moscovici dans un instant. Pour revenir sur les produits toxiques, c'est vrai que c'est choquant dans notre enquête, en tout cas d'un point de vue moral. Ces fonds américains qui parient sur la mort de ceux qui prennent des assurances-vie. On a découvert que c'était le cas pour la BNP et le Crédit Agricole qui hébergeaient un de ces types de fonds. Est-ce que ça... Ils n'hébergeaient pas. Héberger, on en voit l'image, d'avoir chez soi et d'encourager et de choyer. Non. Ils hébergeaient. Sur le Guernesey, ils hébergeaient. Non, ça veut dire que ces fonds étaient des clients qui soit avaient un compte comme n'importe qui a un compte dans une banque, soit déposaient leurs titres dans cette banque. C'est-à-dire que ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un hébergement, c'est un client parmi des millions d'autres. Donc, comme vous le voyez d'ailleurs. C'était les banques de dépôt de ces fonds, pour être vraiment clair. Ou de dépôt, oui, on peut dire comme ça. Donc, c'était des banques de dépôt. Simplement, on s'est expliqué dans le reportage. Je voudrais votre réaction. Vous représentez le métier de banquier ce soir. Oui. Jusqu'où peut-on aller? Vous répondez aux gens qui nous regardent pour gagner de l'argent. Non, mais là, ce n'est pas le service qui est fait. Je veux dire, l'intérêt financier d'avoir ces gens comme clients, il n'est pas nul, mais il est faible. Parce que ce n'est pas des gros clients.
Ce pas des clients significatifs, d'une part. D'autre part, quand quelqu'un vient vient ouvrir un compte... Monsieur Delozin, jusqu'où on peut aller? Alors, non, c'est pas jusqu'où on peut aller. Pour gagner de l'argent, si c'est ma question en tout cas. Et celle sûrement que les gens se posent. Je suis un partisan clair, très personnellement, d'avoir des objectifs moraux dans tous les métiers en général, et notamment dans ces métiers-là. Donc là, on est d'accord sur l'objectif. Non. Cette activité est totalement immorale. Ça, on est complètement d'accord. D'ailleurs, elle n'est pas possible ici, et dans la plupart des pays. Aux États-Unis, ils ont utilisé des possibilités de la loi pour que on puisse parier sur la mort de quelqu'un d'autre, non pas directement en prenant une assurance vie, mais en rachetant l'assurance vie de quelqu'un qui, lui, avait le droit de la prendre. Bon, ça, effectivement, on est tous choqués quand on voit ça. On est tous d'accord. Vous êtes choqué à titre personnel ou c'est aussi la profession que vous représentez qui est choquée? Est-ce que vous parlez au nom de votre profession quand vous me dites ça? Je pense que là-dessus, on peut en parler au nom de la profession. Vous avez vu d'ailleurs la réaction de la BNP. La BNP ne vous a pas dit « Ah mais attendez, c'est défendable ». La BNP vous a dit, écoutez, quand on s'est aperçu que ces gens qui avaient ouvert un compte... Elle s'est même engagée à cesser d'héberger ces fonds, la BNP. Et donc, ils ont réagi moralement. C'est-à-dire que dans une activité gigantesque où il y a ce pouls que, grâce à vos microscopes, vous avez fini par trouver, la BNP enlève le pouls. C'est vraiment épiphénoménal par rapport à une activité massivement supérieure. Alors après, vous avez un autre problème. C'est jusqu'à quel point la banque surveille son client. La banque doit surveiller son client, mais en même temps, si la banque devient une espèce de surveillant général, c'est pas bon. Et je ne pense pas que les clients aimeraient non plus être mis sous tutelle. Jérôme Casse, sur ces traders ou ces banques qui peuvent abriter ce genre de fonds. Je pense que, comme le dit M. Delozin, qui parie sur la mort, c'est marginal, mais ça nous oblige à nous poser la question, en effet, de est-ce que c'est toujours bon de mettre quelque chose sur un marché? Et ça fait maintenant 15 ans qu'on considère que notre économie globalement s'enrichit chaque fois qu'on crée de nouveaux marchés financiers. Mon sentiment est qu'en fait, notre économie s'appauvrit. Certains s'enrichissent, mais notre économie s'appauvrit. Et l'intérêt de votre documentaire, c'était de mettre le doigt sur un marché en effet particulièrement révoltant. Mais le problème, et la BNP l'a très bien dit, elle a dit c'était légal à l'époque. C'est-à-dire que malheureusement, il n'y a aucune contrainte morale dans le métier. Il y a bien peu d'obligations de conseil. Ceux qui sont censés se charger de la moralité dans la banque, c'est ceux qu'on appelle les déontologues. Mais les déontologues, ils raisonnent comme la dame qu'on a vue. C'est légal, c'est pas légal. Si c'est légal, ou si on trouve un moyen légal, c'est là que ça devient particulièrement vicieux, si on trouve un moyen légal de le présenter, alors on peut le faire. Oui, alors, regardez, la BNP n'a pas réagi comme ça, parce que comme c'est toujours légal aujourd'hui, c'est produit aux États-Unis. Elle aurait pu dire... L'Angleterre, ça l'est plus. Et Guernesey, c'est l'Angleterre, Monsieur Delozin. Mais ils ont clairement annoncé qu'ils arrêtaient cette activité. Mais ils étaient obligés, la FSA a dit que c'était arrêté. Oui, pour l'Angleterre. Mais leur engagement, tel que je l'ai compris, il est universel. Ils ont dit qu'ils en avaient qu'un à Guernesey. On va s'arrêter un instant sur la 7e promesse, si vous le voulez bien, messieurs, de la campagne de François Hollande, couper les banques en deux pour protéger les épargnants. Pierre Delozin, je me tourne de nouveau vers vous. On voit dans notre reportage que vous, le lobby bancaire, avez fait beaucoup de pression, en tout cas avez beaucoup travaillé pour que cette nouvelle loi soit réduite au minimum. Je vous pose la question franchement, vous êtes satisfait aujourd'hui? Non, cette loi, François Hollande avait annoncé, non pas qu'il couperait en deux et on a l'impression que c'est deux moitiés égales, il avait annoncé qu'il filialiserait ou séparerait ce qu'il appelait spéculation. Il a opté pour la filialisation. Il a parlé de filialisation, mais d'une filialisation très étanche, puisque c'est ça que dit la loi. C'est ça qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'ils ont mis dans la loi? Ils ont isolé des activités qu'ils appellent spéculation, tout simplement avec un critère simple, c'est que ce n'est pas fait pour un client. Et donc ça, il l'avait promis, il l'a fait. Je ne veux pas défendre François Hollande, ce n'est pas mon rôle ici. Mais objectivement, ils l'ont dit et ils l'ont fait. Certains, comme M. Casse, souhaiteraient beaucoup plus, c'est autre chose. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait. Il y a une image qui est utilisée par le ministre, d'ailleurs, qui est reprise de Mme Berger, qui est de dire « on a des ciseaux orientation variable ». Et c'est vrai. Si vous regardez le texte de la loi, le régulateur peut orienter de façon très différente. Le dit clairement dans le reportage. Oui. Jérôme Casse, est-ce que notre argent est mieux protégé en cas de crise avec cette nouvelle loi de filialisation et non pas de séparation? Absolument pas. D'abord, mais je crois que votre documentaire a été très carré là-dessus. D'abord, la filialisation, c'est pas du tout l'isolement qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que si demain il y a un problème dans la filiale,
la banque en supporte les conséquences. Non, c'est donc, pas vrai. si Ça, il en supporte les conséquences, la banque a le droit de faire un prêt à la filiale. C'est un habillage cosmétique. C'est plafonné. C'est plafonné. Elle ne peut le faire. C'est plafonné à 10% de son capital. Ne rentrons pas dans les détails techniques. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, juste pour mettre tout le monde d'accord, c'est arrivé une fois que, pendant la crise financière, qu'une banque, une grande banque, s'effondre. On l'a tous en tête. C'était Dexia. Et l'État. Non mais prenez un autre exemple. Prenez un autre exemple. Quand Natixis a eu des difficultés, Banque Populaire, Caisse d'épargne est venue à la rescousse. Mais c'est totalement différent. Ils ne pouvaient pas ne pas le faire. La loi bancaire les obligeait. Puisque la loi bancaire considérait qu'ils étaient l'actionnaire de référence de cette filiale et il n'y avait pas de plafond aux engagements qu'ils pouvaient prendre. Donc non seulement ils pouvaient, mais ils devaient le faire. Tous les analystes ont considéré que c'était une filialisation qui n'apportait aucune protection ni isolement. Mais le problème, c'est le 1%. Le problème, c'est en gros de dire le 1% des activités filialisées. Évidemment, aujourd'hui, les banques françaises en Europe sont à 40% dans leur bilan d'activité spéculative contre 30% pour les autres banques européennes. D'activité de marché. Oui. Non. De marché. Spéculative. Mais quand les activités de marché, au sens de elles sont spéculatives. Quand vous avez aujourd'hui sur les activités de marché les CDS qui font 12 fois le PNB mondial, ça veut dire que pour un d'activité réelle économique, vous avez 12 qui est de la spéculation. Non, donc pas la spéculation. Si, c'est de la spéculation. Et donc derrière, ça veut dire que les 40% sont devenus 1. Et donc cette loi n'a rien dedans, c'est clair. Non, c'est pas ça. Et donc par rapport à votre question, madame, qui était de dire, est-ce qu'on est mieux protégé? Oui, c'est ce que tout le monde problème que nous avons, c'est de dire, si demain il y a une bêtise qui est faite, est-ce que ma banque, celle où j'ai mis mes économies, sera obligée de venir à la rescousse? Tout à fait. Mais puisque l'essentiel de l'activité de marché, disons, que l'essentiel de l'activité de marché est resté dans la banque que je connais où j'ai mes économies. Je ne suis pas plus protégé aujourd'hui. Oui, alors Laurent, là je suis en désaccord complet, si vous voulez, de deux manières. La première manière, c'est que les activités de marché ne sont pas mauvaises en soi. Elles ne sont pas dangereuses en soi. Ce n'est pas vrai. Quand vous regardez les crises, moi, écoutez, il se trouve que par hasard personnel, j'ai vécu énormément de crises. Les plus grandes crises que j'ai vécues, notamment la crise des pays de l'Amérique latine au début des années 80, la crise de la banque que j'ai dirigée, quand vous avez dit que j'étais chez Goldman Sachs, ce n'est pas exactement ça. Je dirigeais une banque qui était vendue par le gouvernement et on m'a vendu avec, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais cette banque elle-même n'était pas du tout dans les activités de marché. C'est relativement rare, au contraire, qu'il y ait des crises globales déterminées où il y a une partie d'activité de marché. L'activité financière peut être risquée si elle est mal menée. Toute l'activité financière, y compris l'activité la plus classique. Les grandes crises, vous savez ce que c'est? C'est l'immobilier, les crédits à l'immobilier, y compris d'ailleurs la crise 2007-2008, c'est de l'immobilier au départ, et les prêts souverains, comme la crise latino-américaine. Pourquoi? Parce qu'on se dit que tout ça, c'est du béton et c'est sûr. Et donc, on prend beaucoup moins de précautions et des bulles se créent. Donc, on va passer à la... je finis. Le problème principal, c'est comment avoir des activités où on contrôle les risques. Donc, la question principale, c'est le contrôle des risques. Et notamment, par exemple, on dit que rien n'a été fait et on donne l'impression que la seule solution, c'est la séparation beaucoup plus radicale. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Attendez, toutes les mesures dites de Bâle III, c'est-à-dire une multiplication juridiquement par 5 des niveaux de capitaux demandés et pratiquement par plus de 3, c'est extrêmement lourd pour les banques. C'est une mesure réelle, donc on ne peut pas dire que les gens n'ont rien fait. Je vois Jérôme Casse qui réagit. Non, moi je pense qu'il faut voir le problème comme vous le posiez tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que moi, simple particulier, petit chef d'entreprise, je risque d'être pris dans ces activités de marché? Vous avez raison, monsieur Delozin, de dire que l'activité bancaire est risquée. C'est pour ça que depuis 200 ans, on la contrôle, on la surveille. Si demain, il y a des crises sur l'activité économique, moi je suis patron de PME, je trouve normal que la collectivité dise on va soutenir les banques parce qu'il y a une crise économique. En revanche, quand il y a des gens qui se sont trompés en spéculant sur les marchés, je ne trouve pas ça normal. Donc mon but n'est pas de dire il faut arrêter la spéculation, je dis il faut arrêter de subventionner la spéculation en lui donnant la garantie publique. On va s'arrêter là, monsieur. On va continuer notre discussion. Je voudrais venir sur la transparence. Les banquiers avaient promis d'être plus transparents. Or, s'il y a bien un endroit où l'opacité financière est la règle, c'est dans les paradis fiscaux. Il y a 17 ans, souvenez-vous, des juges européens alertaient l'opinion publique sur ces trous noirs de la finance. Hervé Brusini, le créateur de Pièces à conviction, a interviewé 5 de ces magistrats.
Je vous propose d'écouter le juge du pôle financier, Renaud Van Ruymbeck, et son avis sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale. Est-ce que pour vous, les banques, en fonction de leur lieu d'implantation, ont une responsabilité dans l'évasion fiscale? Évidemment. Les premiers responsables de ce système, ce sont les banques. Ce sont elles qui s'installent dans un certain nombre de pays, qui vont souvent attirer l'argent d'un pays, par exemple en France, vers des filiales qui sont à l'étranger, parce que là, on peut avoir des avoirs dissimulés. Est-ce qu'il y a des banques françaises qui, à vos yeux, sont particulièrement, je dirais, en délicatesse avec ces principes? Je dirais que les banques françaises, elles s'alignent sur la concurrence. Si vous imposez aux banques françaises des règles franco-françaises très strictes, y compris pour leurs filiales à l'étranger, vous n'allez pas éroder du tout la fraude. Simplement, ils vont perdre leur clientèle au profit du concurrent qui, lui, ne sera pas soumis aux mêmes critères. Donc, les solutions, elles ne sont pas franco-françaises, elles sont internationales. Il y a des lois américaines qui doivent être appliquées, je crois, l'année prochaine, mais qui imposent aux banques étrangères qui s'implantent chez eux de leur communiquer la liste des citoyens américains qui ont des comptes dans leurs filiales à l'étranger. Ce qui est une révolution considérable. C'est comme si vous disiez à une banque suisse aujourd'hui qui s'installe en France, il y en a, vous avez le droit de vous installer, mais à une condition, c'est que vous nous donniez tous les comptes des Français qui ont un compte chez vous dans le monde entier, dans toutes vos filiales du monde entier. C'est une mesure simple, mais là je peux vous dire que là on commence à avancer pour de bon, puisque là on devrait connaître tous ceux qui ont des comptes, des avoirs à l'étranger. Et vous pouvez retrouver l'interview complète des 5 juges sur France TV Info, bien sûr le site d'information en ligne de France Télévisions. Pierre Delauzin, qu'est-ce que vous répondez à Renaud Van Ruymbeck quand il dit « les banques ont une responsabilité dans l'évasion fiscale ». C'est un magistrat qui le dit. Oui, il a raison de dire que tous les acteurs qui participent à quelque chose ont une responsabilité dans ces événements-là. Ce qui est totalement étonnant, c'est qu'à la question « qui sont les premiers responsables ?», ils répondent les banques. Mais non, les premiers responsables, c'est les États qui tolèrent. Qu'est-ce que c'est que les îles Caïmans? Ce sont des atolls où il n'y a à peu près rien. Tout le monde reconnaît internationalement le droit, la fiscalité et l'opacité des îles Caïmans. Vous me dites c'est pas vous, c'est les États qui... Non, je dis pas c'est pas nous, c'est les États. Je dis la responsabilité principale et essentielle, c'est pas pour dégager, je dis la responsabilité principale et essentielle, c'est les États. Non mais attendez, il faut regarder, c'est extraordinairement hypocrite de la part des États. Alors ça paraît un peu changé maintenant, tant mieux, mais de façon partielle. Prenez les Britanniques, ils viennent de publier des listes de comptes, etc. Moi, à titre personnel, je vous dis très bien. Bon. Est-ce qu'ils touchent au statut des îles anglo-normandes qui sont sous leur juridiction? C'est la reine qui est le souverain. C'est directement dans les mains de la Grande-Bretagne. Là, ça devient intéressant. Jérôme Caz, est-ce que les banques sont complices de l'évasion fiscale, en gros, des fraudeurs fiscaux? Si demain vous aviez par hasard à essayer de trouver comment envoyer de l'argent ici ou là, à qui vous vous adressez? Vous vous adressez à votre banque, bien sûr. Donc c'est forcément les banques qui organisent ça. Les départements dans les banques sont énormes qui font ça. M. Delauzin a aussi raison quand il dit que tous les États sont tartuffes dans le domaine. Mais il faut quand même distinguer l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Ce qui est en train de bouger, M. Van Ruymbeck le dit très bien, c'est que grâce aux Américains, on va peut-être avoir un instrument mondial. Grâce à la fameuse loi FATCA. Absolument, pour tracer la fraude fiscale. Il nous restera, imaginons, faisons un rêve, il faut être optimiste en fin de soirée, ça va marcher. Il nous restera quand même le problème de l'évasion fiscale et de cette concurrence stupide, absurde des États pour baisser chacun dans son coin les impôts en ne se rendant pas compte qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Pierre Delauzin, les banquiers français sont-ils prêts à suivre la ligne américaine, c'est-à-dire à dire quand un client américain ouvre, si un Américain s'installe dans la banque où vous travaillez et qu'il ouvre un compte, est-ce que vous serez prêt à le dire à Washington? Ce qui nous gêne, on le fera évidemment, il y a un accord qui a été signé. Vous le ferez? On a un accord qui a été signé entre le gouvernement français et les Américains. Et vous le ferez aussi pour des clients français s'ils le font au Luxembourg, en Suisse ou dans les autres paradis fiscaux? Mais si la loi change, est-ce que vous le ferez? Mais bien sûr. Mais bien sûr. D'ailleurs, à une certaine époque, le gouvernement français a demandé aux banques françaises de fermer leurs filiales dans des pays sur une liste. Ils l'ont fermé. Là, c'est extrêmement simple. Donnez-nous une règle, on la suit. Parce que comme le disait très justement le juge Van Ruymbeck, il y a un problème de concurrence.
Donc il est tout à fait important qu'on change les règles du jeu et d'abord le rapport avec ces pays. Parce qu'on parle de la fiscalité, et c'est un problème important. Il n'y a pas que la fiscalité, il y a l'argent sale aussi dans ces pays-là. Or, comment aller savoir si l'argent est propre ou sale dans un pays complètement opaque? C'est un problème majeur. L'argent sale, c'est la criminalité, c'est la drogue, etc. Donc si on veut lutter contre ça, il faut faire sauter, quand il y a des raisons, quand il y a un mandat judiciaire ou autre, ou même plus largement, une opacité excessive. Et donc sur ce plan-là, il y a un progrès gigantesque à faire. Mais ce projet gigantesque, il doit être fait d'abord par les États, qui doivent donner des règles et imposer ces règles à des juridictions qui, objectivement, ne sont pas morales. Jérôme Caz, vous pensez que le juge Van Rymbeck a raison quand il dit qu'on est près d'une révolution et peut-être de la fin du secret bancaire? J'ai l'impression, parce que si vous voulez, jusqu'ici, les banques disaient « Ah, on ne saurait pas faire ». Même si vous vouliez, c'est généralement ce qu'ils disent, ils ont dit la séparation des banques, peut-être que vous avez raison, mais on ne saurait pas faire. Là, il y a une révolution technologique qui s'est faite, c'est qu'à cause des Américains, BNP Paribas, Société Générale, ils ont les systèmes informatiques. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire cling pour étendre ce qu'on fait pour les Américains aux Français, aux Anglais, aux Moldovalaques. Oui. Et donc, c'est aux politiques, en effet, de prendre leurs responsabilités et de dire « Messieurs les banquiers, tournez la clé, s'il vous plaît ». Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous éclairer sur ce sujet, sur les banques après la crise financière. Merci à vous de votre fidélité, en particulier à l'occasion de ce 100e numéro de Pièces à conviction. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour une nouvelle enquête, une nouvelle émission. Excellente fin de soirée sur France 3.